Si tu recherches ce qu'on ne t'a jamais raconté à l'école et dans les médias, tu es au bon endroit. Bienvenue sur Grandeur Noire. Cet épisode porte sur Haïti afin de briser la représentation extrêmement négative qui circule dans la plupart des médias. Est-ce que cette représentation est fidèle à la réalité, légitime, équilibrée? Vous allez juger par vous-même à la fin de l'épisode. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'ai des informations importantes à vous communiquer. La première, c'est que lorsque vous laissez dérouler les publicités entièrement, ça rapporte un petit revenu à la chaîne, ce qui va me permettre d'imprimer le premier livre Grandeur Noire qui est terminé. La deuxième information, il va me falloir changer mon matériel d'enregistrement. Donc je vous demande encore un peu de patience pour pouvoir profiter d'un son de meilleure qualité. La troisième et dernière information, il s'agit du lancement d'une cagnotte pour pouvoir financer un documentaire intitulé « L'Afrique qu'on ne vous montre pas ». Je vous demande d'aller faire un tour sur le lien que je vous ai mis en barre d'infos pour en savoir un peu plus sur le documentaire que je prépare, l'Afrique qu'on ne vous montre pas. Maintenant, place au sujet du jour, la vérité sur Haïti. Alors le 1er janvier 2019, ça a fait très exactement 215 ans que Haïti a obtenu son indépendance. Malgré que cette émancipation ait été obtenue grâce à une prouesse extraordinaire, la population haïtienne n'a jamais pu vraiment profiter de ce triomphe puisque depuis, elle subit un sabotage incessant qui prend des formes de plus en plus variées. Et le premier de ces sabotages a été mené par Napoléon Bonaparte, qui a imposé à la nation haïtienne une dette colossale, mais surtout totalement injuste. Ceci dans l'unique but de se venger de l'humiliation d'avoir été vaincu par des Noirs moins armés et moins bien formés que son armée qui était réputée être la plus puissante à cette époque. J'y reviendrai en détail dans un instant. Sachez d'abord qu'avant son indépendance, Haïti était considérée comme la colonie française la plus riche et la plus prestigieuse. Elle était d'ailleurs surnommée la perle des Antilles. Haïti était véritablement le joyau de la France. Et cette grande considération n'était pas uniquement due au paysage resplendissant dont regorge cette île. Cette grande estime venait surtout de la richesse économique d'Haïti. Seulement à partir du 1er janvier 1804, jour où Haïti s'est libéré du colonialisme français, eh bien le gouvernement haïtien a dû verser des sommes astronomiques au gouvernement français pendant 125 ans. La dette qu'Haïti a remboursée a été créée de toutes pièces sur la base que les Africains qui avaient été arrachés à leur continent, arrachés à leur famille, arrachés à leur identité, leur culture, leur langue et qui ont été déportés à Haïti pour y être exploités pendant 300 ans, eh bien l'État français a décidé que les victimes devaient payer une somme astronomique à leurs bourreaux pour avoir le droit de ne plus être torturés, mutilés, violés, séparés ou exécutés. Cette dette a finalement pris fin, mais pas avant d'avoir complètement siphonné l'économie florissante qui existait à Haïti. Pour revenir sur l'origine de cette dette, c'est-à-dire l'émancipation du peuple haïtien, il faut s'attarder quelques instants sur un événement fondamental. Il s'agit de la bataille de Vertières. La plupart d'entre vous n'en ont jamais entendu parler et pour cause, ce n'est pas enseigné à l'école, ce n'est pas relayé dans les médias. Pourtant, ça fait partie de l'histoire de Napoléon autant que la bataille de Waterloo. Sauf que la bataille de Waterloo, ce sont des Blancs qui ont écrasé Napoléon. Donc on pouvait se permettre d'en parler. Là, la bataille de Vertières, ce sont des Noirs qui ont mis une raclée inoubliable au despote français Napoléon Bonaparte. Cette raclée a été tellement magistrale que Napoléon Bonaparte, qui avait énormément investi dans cette guerre, a dû vendre la Nouvelle-Orléans aux États-Unis pour pouvoir récupérer des fonds et se refaire une santé financière. C'est-à-dire que la guerre que menait Napoléon contre Haïti a duré plus longtemps qu'il ne l'avait prévu. Il a dû payer des soldats supplémentaires en renfort, envoyer de nombreux bateaux depuis la France, acheter une artillerie de plus en plus lourde et tout ça a ruiné les caisses de son État. Donc pour se refaire une santé financière, Napoléon Bonaparte s'est vu obligé de renoncer à la Louisiane qui jusque-là était française.
Pour bien vous faire comprendre à quel point Napoléon a eu la rage contre les Haïtiens, la Louisiane qu'il a vendue en 1803 n'est pas le simple État que l'on voit aujourd'hui. Il y avait une partie du Missouri, une partie de l'Arkansas, une partie du Mississippi, une partie de l'Iowa, une partie du Minnesota, des portions du Dakota du Nord et du Sud, le Nebraska en entier, plusieurs parties du Nouveau-Mexique, une partie du Texas, une partie de l'Oklahoma, le Kansas en entier, des portions du Montana, du Wyoming, une partie du Colorado. Et c'était tellement immense qu'il y avait même des régions qui appartiennent aujourd'hui au Canada, comme le Manitoba, le Saskatchewan et l'Alberta. En tout, ce sont plus de 2 millions de kilomètres carrés auxquels Napoléon Bonaparte a dû renoncer pour pouvoir renflouer les caisses de son empire. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les États-Unis doivent 22% de leur territoire, c'est-à-dire tout l'espace qui a été cédé par Napoléon, au peuple haïtien. Parce que, si les Haïtiens ne s'étaient pas rebellés, Napoléon n'aurait jamais eu à faire la guerre et n'aurait pas perdu autant d'argent, il n'aurait pas eu à vendre ses territoires. 2, si le peuple haïtien avait perdu cette rébellion, Napoléon aurait pu continuer à profiter de l'économie haïtienne et donc il n'aurait pas eu besoin de vendre la Louisiane. Et ceci n'est qu'un seul exemple des nombreux impacts géopolitiques qui ont été entraînés par la victoire du peuple haïtien. Pour en revenir à la bataille de Vertières, elle a eu lieu le 18 novembre 1803. Alors c'est vrai que je l'ai déjà dit plusieurs fois depuis le début de l'épisode, mais je ne m'en lasse pas. Les Haïtiens ont écrasé l'armée de Napoléon le 18 novembre 1803. Alors désormais, marquez dans votre agenda électronique, sur votre calendrier, mettez un petit mémo sur votre frigidaire. Chaque 18 novembre, où que vous soyez dans le monde, peu importe l'activité que vous avez ce jour-là, peu importe le jour de la semaine, vous devez célébrer, commémorer la première victoire d'un peuple noir sur la domination européenne depuis que le peuple noir avait été mis en esclavage partout dans le monde. Donc le 18 novembre 1803, ce n'est pas uniquement une date qui concerne Haïti, c'est une date qui concerne le continent africain et toute la diaspora noire. C'est la date où tous les autres peuples du monde ont compris que oui, il est possible de se sortir de l'esclavage par soi-même et oui, il est possible de reprendre son destin en main. L'oppression et la domination ne sont pas une fatalité. Pour les Africains et la diaspora noire, le 18 novembre est un symbole de résistance, de réussite, de triomphe, de puissance, de détermination, de courage, de coopération, d'unité et d'émancipation. Il est très important de faire connaître ce triomphe historique aux générations qui arrivent pour qu'elles puissent comprendre que même si l'adversaire est mieux équipé et plus nombreux, il est possible de le vaincre. Et il faut que, contrairement à nous, nos enfants et nos petits-enfants apprennent à commémorer le triomphe et la victoire et non commémorer des situations de faiblesse, de souffrance et de soumission. Parce qu'à chaque fois qu'il y a une statue d'esclave ou de chaîne qui est commémorée, eh bien ce qui est commémoré, c'est la situation de faiblesse. Je n'ai jamais vu aucune civilisation ni aucune société insister sur ces échecs et valoriser les périodes où cette société ou cette civilisation a été vaincue avec des statues, des musées, des films, des séries, des livres, etc. Oui, il faut connaître cette partie de l'histoire, mais la valoriser, non, ça suffit. Bref, j'arrête mes digressions et j'en reviens à la bataille de Vertières. Alors on entend beaucoup parler de Toussaint Louverture puisque c'est lui qui a soulevé le peuple haïtien, c'est lui qui a dirigé les troupes de guerriers et guerrières haïtiens et haïtiennes, et c'est également lui qui est entré en négociation avec l'État français. Cependant, un autre homme a joué un rôle extrêmement important dans la libération de la nation haïtienne. Il s'agit de Jean-Jacques Dessalines. Dessalines est l'ingénieux stratège qui a infligé la défaite humiliante à Napoléon. Ce qu'il faut bien comprendre avec le contexte de la bataille de Vertières et plus globalement avec le contexte de la révolution haïtienne, c'est que l'esclavage avait été aboli par la France en 1794. Mais entre-temps, Napoléon Bonaparte va arriver au pouvoir et surtout, il va faire la connaissance de Joséphine de Beauharnais, se marier avec elle et se laisser convaincre par elle qu'il faut rétablir l'esclavage. Pourquoi Joséphine de Beauharnais souhaite rétablir l'esclavage?
Eh bien parce que Joséphine de Beauharnais est une béké de Martinique. Sa famille possède des terres, sa famille possédait des esclaves et l'abolition de l'esclavage en 1794 a provoqué la faillite d'énormément de familles békés. À cette époque, les békés ne sont autres que les colons français venus s'installer sur les îles Martinique, Guadeloupe, qui ont acheté des Africains et qui les ont exploités en tant qu'esclaves. Et Joséphine de Beauharnais, fille d'esclavagistes, a fait son petit chemin jusque dans le lit de Napoléon. Elle a réussi à se marier à Napoléon et maintenant, elle fait valoir les intérêts des békés grâce à sa place privilégiée aux côtés de Napoléon. Du coup, les békés qui s'enrichissaient par rapport à l'esclavage ont besoin nécessairement du rétablissement de l'esclavage pour éviter la perdition financière et surtout pour continuer de s'enrichir. Donc Napoléon finit par céder à sa femme et il décide de rétablir l'esclavage à Haïti, en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane et dans toutes les colonies françaises. Sauf que les Haïtiens ont dit « pas ici, pas ici !» C'est donc ce contexte qu'il faut connaître pour comprendre qu'en 1802, quand la nouvelle est arrivée à Haïti, comme quoi les Noirs, qui représentaient l'écrasante majorité de la population de l'île, devaient quitter leur petite case, quitter leur jardin agricole. Lorsque les Noirs ont compris que leur famille allait de nouveau être séparée avec la maman dans cette plantation, un enfant dans celle-là, un autre enfant dans celle-là, le mari par ici et la grand-mère à l'autre bout de l'île, quand les Noirs d'Haïti ont compris que les coups de fouet, les viols, les tortures, les mutilations, les exécutions et tous les sévices de l'esclavage allaient revenir dans leur vie, bien évidemment qu'après 8 ans de liberté, ils ont préféré mourir en résistant plutôt que de retourner dans ce cauchemar. Du coup, il n'a pas été difficile pour Toussaint Louverture de lever tout le peuple haïtien en tant qu'armée. Et quand je dis tout le peuple haïtien, ça veut dire les jeunes et les moins jeunes, les hommes et les femmes. Le refus a été total et catégorique de la part du peuple haïtien de retourner dans l'esclavage, donc une grande guerre a éclaté entre les troupes de Napoléon Bonaparte et les troupes de Toussaint Louverture. Napoléon Bonaparte, qui avait sous-estimé le peuple haïtien au départ, a envoyé juste quelques troupes histoire de mater les fortes têtes. Il ne s'était pas imaginé qu'il n'avait pas affaire à 10 ou 100 ou 300 rebelles, mais à des centaines de milliers de guerriers irréductibles qui étaient extrêmement dangereux parce qu'ils n'avaient rien à perdre. Du coup, au bout de quelques mois de bataille où il constate que la résistance est vraiment sérieuse, Napoléon commence à se mettre au niveau et donc il envoie le général Rochambeau. Alors comment vous expliquer la personnalité de Rochambeau? Vous prenez Dark Vador, Voldemort, l'agent Smith de Matrix, vous mettez dans un shaker et vous avez la personnalité sadique, cruelle et raciste de Rochambeau. C'est-à-dire que cet homme est l'incarnation du mal sur Terre. Cet homme est l'essence de ce que vous pouvez appeler Satan. Ce monsieur, lorsqu'il est venu faire la guerre à Haïti et qu'il capturait des Noirs vivants, il jetait ces hommes ou ces femmes ou ces enfants dans des cales de bateaux où il y avait des chiens qui étaient entraînés à manger les êtres humains, des chiens qui étaient affamés pendant plusieurs jours, de sorte que lorsqu'ils jettent les personnes, elles se fassent déchiqueter vivantes. Voilà le genre d'activité auquel se consacrait cet individu. Et sachez qu'en Guyane française, l'aéroport a porté le nom de Rochambeau pendant je ne sais combien de décennies. Pour en revenir à la bataille de Vertières, Rochambeau a été envoyé en renfort à Haïti et le 18 novembre 1803, Rochambeau affronte les troupes déterminées de Jean-Jacques Dessalines. La bataille dure 12 heures consécutives. Bien évidemment, Rochambeau est venu avec toute son assurance française puisque jusque-là, l'armée de Napoléon n'avait jamais subi aucun échec et portait la réputation d'être l'armée la plus puissante du monde. C'était en effet la mieux équipée avec une artillerie extrêmement sophistiquée. Laissez-moi vous dire que le peuple haïtien ne fut nullement impressionné ni par la réputation de l'armée de Napoléon, ni par les canons qui scintillaient de 1000 feux au soleil, ni même par les uniformes majestueux des soldats. Et pour cause, le peuple haïtien avait sa spiritualité. Il faut bien comprendre que si Haïti a obtenu cette victoire, alors qu'il y a eu d'autres révoltes partout où les Noirs ont subi l'oppression, notamment en Guadeloupe au même moment avec Solitude, Louis Delgrès, Joseph Ignace, si Haïti a réussi de façon aussi triomphale, c'est parce que le peuple haïtien est passé
par la spiritualité. L'une des particularités du peuple haïtien, c'est qu'il est resté extrêmement proche, extrêmement lié à ses traditions ancestrales et notamment à sa spiritualité d'origine, le vaudou. Et c'est avec cette force mentale obtenue grâce à la spiritualité que les troupes de Jean-Jacques Dessalines ne se sont pas laissés impressionner ou décourager et qu'ils ont écrasé 55 000 des 70 000 soldats qui avaient été envoyés par Napoléon. C'est tout à fait prodigieux. Donc,